Salut l'équipe! Dans la réunion de famille hebdomadaire, on reçoit aujourd'hui un international belge qui a évolué avec tous les cracks de sa génération. Hazard, De Bruyne, Lukaku, Vermaelen, Van Buiten, à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018 et aussi au JO de 2008. Ce joueur a été iconique dans tous les clubs où il est passé, capitaine et surnommé même le général. Il a des valeurs bien ancrées dans la famille et un parcours super intéressant qui a dicté pas mal de ses choix. Rejoins-nous et régale-toi. Ballon, main, corps. Let's do this. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est là, on est ensemble. En plus, dans les commentaires, des gens, souvent, ils écrivent ouais, ça bouge pas, c'est trop marrant. Donc, ça répète, ça bouge pas. Friandise, c'est comment? Bah, écoute, ça va de retour de mon trip aux US. Je cache pas que je suis un peu pris par le jet lag. Je suis rentré hier, mais sinon ça va. On profite du beau temps du côté de Paris, du côté de la France, donc c'est bien. On avance tranquillement. Pourquoi, pourquoi vous commencez à rigoler déjà? Ouais, déjà, moi, tu parles du beau temps du côté de la France, du style c'est automatique. Déjà, ça, c'était super marrant. Et Non, après, non, c'est pas systématique, c'est pas automatique. Donc on profite du beau temps pour Ah, une mais fois ça, qu'il y a tu un peux beau le temps dire qui si t'es arrive. en Guadeloupe, poulet, mais tu dis pas ça si t'as Paname quand même. Ah oui, il commence déjà lui. Il commence. Commence pas Lolo. Commence pas. Non, mais t'as parlé comme si t'étais. Là, je crois que tu étais à la météo, frère. Du côté de la France, du côté de l'île de France. C'était la météo, t'as fait. Non, mais là, du côté de la France, parce que la semaine dernière, j'étais à Boston, la semaine d'avant, j'étais à Miami. C'est pour ça. Là, là, je suis en France, de retour en France, retour de mon décor habituel Ok. et du beau temps. On profite du beau temps. Ok, Voilà. vous avez fait quoi ce week-end? Tu devais rentrer pour un match. Ouais, on est rentré, on s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Paris. Donc c'est bien. On continue, on finit la saison. Malheureusement, bon, la montée, c'est bon, c'est mort, c'est râpé. Ouais, c'est cuit. Donc du coup, on se rabat sur la Coupe de Paris tranquillement et puis on finit la saison avec nos jeunes de Versailles, tranquillement. Et TL, ça dit quoi? à ETL, franchement, semaine super chill. Pas d'entraînement, pas beaucoup de Uber driving, pas beaucoup de. Ouais, non, une semaine vraiment famille, un petit peu ressourçant. Et puis là, on repart de plus belle cette semaine. Content de, content de reprendre le rythme un petit peu. Ouais, j'ai quelques trucs à fignoler par rapport au cours que j'ai pris, là, au diplôme que j'ai passé entre aujourd'hui et demain. Quelques meetings. Mais dans l'ensemble, calme, calme. Et toi, du côté de London? Enfin, tu vas la voir. C'est quand que tu sais si tu l'as, ton diplôme là? Ouais, je pense que je vais l'avoir. Ouais, tu vois, on n'est pas sur un diplôme de Harvard. On- C'est quand que tu Mais peut-être. En fait, je fais la présentation de ce qu'on appelle le capstone. C'est le dossier que je dois faire sur un joueur que j'ai observé, avec la vidéo, un petit peu, un rapport détaillé, vraiment. Voilà, je le fais tout à l'heure en visio, là, dans l'après-midi. Et puis on avance. OK, d'accord, d'accord. Et c'est d'accord. London, London, on se prépare à la Ligue des Champions. On se prépare à la Champions League demain, demi-finale. On va aller supporter et commenter, d'accord? Mais à part ça, un peu comme vous, j'étais fatigué. Franchement, c'était un week-end fatigant. Là, on Tu retourne. vas supporter qui? Je vais supporter le PSG. Mais quelle question! Alors vraiment, quelle Mais c'est question! pour être sûr, c'était pour être sûr en fait, tu vois? Non, mais tu En sais, tant que Spurs à Londres, ouais, mais en tant que Arsenal sport, PSG, je voulais savoir, tu vois? Je voulais être sûr en fait, tu vois? tu sais que les gens, ils me fatiguent un truc de fou. Tout le monde enfin, les gens, ils en parlent et ils pensent que je vais être non objectif. Déjà, je peux pas ne pas être objectif quand je commente. Mais non, le cœur, on sait très bien. C'est pour des doubles raisons. Là, les supporters d'Arsenal, ils me foutent la rage. C'est même pas les Arsenal, les joueurs, c'est les supporters des Gunners, ils m'énervent au plus haut point. Donc, je veux que, en tant que supporter du PSG, que Paris gagne et qu'on mette une bonne fessée à Arsenal. Mais ça, c'est pour un autre moment. Donc oui, donc voilà comment ça se passe. Le reste, non, classique. Franchement, du classique. Aujourd'hui, avant d'introduire notre invité, parce que vous avez entendu qu'on a un invité, vous le voyez, pour ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez pas le voir. Pour ceux qui nous voient, vous l'avez vu, on a un invité. Comme d'habitude, avant ça, appuyez sur la cloche, s'il vous plaît, c'est important. Abonnez-vous.
sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, les réseaux sociaux. Envoyer, c'est important. Et Ricky, dans les commentaires et sur YouTube, il y a plein de gens qui te souhaitaient bien du courage. Il y a des gens qui te souhaitaient, bon, je sais pas, ils donnaient de la force parce que tu voyageais beaucoup. Donc, tu as ton petit fan club, comme Tout le d'habitude. monde aime Ricky. Tout le monde aime Ricky. Ça, tout le On monde est le sait. ensemble. Donc, On est ensemble. rien que pour ça, tu vois, allez, continuez à vous abonner juste pour que Ricky vous donne de ses nouvelles. Ceci étant, maintenant, on a un invité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'honneur, je vais dire ça comme ça, l'honneur de recevoir ce que j'appelle un vrai guerrier du football. D'accord? Un homme, un joueur, un homme qui a laissé son empreinte un petit peu sur tous les terrains où il est passé. Il a été formé en Belgique. D'accord? Il a fait la majeure partie de sa carrière en Belgique. Doucement, laisse-moi faire ton atalakou. Laisse-moi faire ton introduction, tu vois. Il a joué au plus haut niveau en Europe, tu vois. Après, il est devenu l'un des visages très forts de la MLS parce qu'apparemment, il est pote avec notre El Professeur. Ils se connaissent de là-bas. Et surtout, c'est pas simplement un joueur de foot, c'est un vrai, d'accord? On va en parler. Il n'a pas seulement une carrière de footballeur, il a réussi aussi voilà, à mettre en place un certain nombre de choses internationales belges. Il va nous en parler et j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. C'est un combattant. Aujourd'hui, il continue d'écrire l'histoire d'une manière différente, de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup de faire partie de la réunion de famille hebdomadaire, monsieur Laurent Simon. Tu valides ou pas? Bravo. Ah, merci. Tu valides? C'est sûr que ça avait été Fatih, ça aurait été plus en mode la pluie, la neige. Tu vois. Là, c'était pas mal. Ça va, Sébastien, il a bien révisé ses fiches. T'as vu? J'ai bien révisé, Ouais. non? J'ai bien travaillé. Il faut quand même. La talakou, elle est importante. Monsieur Laurent, C'est un C'est peu parce trop. que c'est parce que tu ne le connais pas, Seb. C'est pour ça. Attends de le connaître, tu vas voir. bah, Tu parleras pas comme ça. non, mais c'est pour ça. Après, le reste, moi, je suis pas. Je t'ai dit, je suis pas bias. Je suis objectif. Je fais l'introduction en grande pompe de notre invité. Monsieur Laurent, Bon, comment ça va déjà? ça va très bien, merci. Est-ce que pour nos invités, nos auditeurs, nos viewers, est-ce que tu peux te présenter mieux que je t'ai présenté et savoir où tu Waouh. fais quoi? Non, pas mieux, je sais pas, tu vois. Mieux, c'est compliqué de faire ce que tu as fait. Non, mais voilà, je pense que j'ai un ancien parcours professionnel dans le monde du football. Commencé en Belgique, gravi les échelons en Belgique. Joué avec l'équipe nationale belge, j'ai côtoyé des grands joueurs. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire Europa League, Champions League. J'ai joué un peu dans votre pays aussi, à tous les trois, à Dijon. Ça s'est un peu moins bien passé d'ailleurs, on va pas se mentir. Puis voilà, j'ai connu Q à Toronto, j'ai joué à Montréal, j'ai joué à LAFC aussi, en MLS. Et puis voilà, j'ai déménagé au Canada parce que pour des raisons familiales et privées où la prise en charge de mon enfant ici est beaucoup plus adaptée que ce que j'ai connu en Belgique. Et quand j'ai eu la possibilité de pouvoir faire le saut de ce côté-ci, je l'ai fait. En gros, voilà, c'est ça. Juste un homme, un être humain comme vous, les gars. Un être humain, ouais, bah oui. Et alors, après, comme ils l'ont bien compris, vous l'avez bien compris, ceux qui nous écoutent, tu connais Ricardo. Tu connais Ricardo d'où? Comment? J'ai joué au standard avec Rika, où on s'est directement bien entendu. En même temps, c'est compliqué. C'est comme avec Q, avec des gens comme ça qui sont simples et qui ont les pieds sur terre. Ben, c'est facile de tisser des liens. Et voilà, même si on s'entend pas souvent avec Rika, parce qu'on s'est un peu perdu de vue. Lui a fait son business aussi de son côté personnel. Puis moi, en arrivant ici, ben, c'était compliqué, décalage horaire et tout. Et voilà, Q, même chose, je l'ai connu à Toronto, le courant est directement super bien passé. C'est un papa aussi, il a les idées bien carrées, il veut toujours avoir raison, ça me saoule, mais bon, ça c'est Q. Euh, mais sinon, voilà, après, On ben, est de fil en d'accord. aiguille, on a gardé contact et c'est comme si on s'appelle pas souvent, mais quand on arrive à se joindre, on est toujours content d'avoir des nouvelles de l'un de l'autre. Ah Ah ouais. Lolo, je veux toujours avoir raison, c'est vrai, hein, Toujours, franchement, qu'on se le Ludo. dise, mais on pousse les débats et toi non? Non, parce que quand on a tort, c'est tout. Pas de débat à avoir. Ricard, dis-lui un peu. Non, c'est vrai qu'après Lolo, ça reste un super coéquipier. Tu sais, il fait partie
de ces joueurs-là qui marquent un vestiaire, qui marquent un groupe. Donc, pourtant, on a fait que 6 mois ensemble, hein. Avec Lolo, on a fait que 6 mois ensemble, mais j'ai l'impression qu'on a joué 2, 3 saisons ensemble, tellement que c'était intense et riche. En plus, voilà, son passage au Standard, bon, tout le monde le connaît, Non, moi je le connais. mémorable. Non, moi je le connais pas. Raconte-moi Rika. Bon, on va en discuter, mais en tout cas, Merci voilà, Rika. c'était Rika, cool de t'avoir, Rika, Lolo. Rika. Parce que maintenant je connais ton vrai petit nom belge. Rika. Raconte-moi. Mmh. C'est Raconte- vrai que tout le monde l'appelait Rika, en Belgique, c'est Rika, bizarre. Ricky, Ricardo, il y en a plein. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux savoir quoi, Seb? Bah, tu dis tout le monde connaît son passage au Standard. Non, tout le monde ne le connaît pas, son passage. Qu'est-ce qu'il a incarné? Vous avez joué ensemble. Qu'est-ce qui t'a Enfin, voilà, qui C'est 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 vrai, c'est vrai que là, je parlais dans le prisme on va dire du fan belge, tu vois? Du fan belge. C'est vrai pour les Français, ils savent pas forcément le contexte ou même les Européens de manière générale. C'est que bon après Lolo, je pense que maintenant vous le savez un peu, c'était un taulier du Standard de Liège, il était international, capitaine, tout ça, tout ce qui s'en suivait, ou vice-capitaine parce qu'il y avait aussi, Jelle Van Damme à cette époque. Donc c'est les 2 capitaines de l'équipe et justement, il avait reçu cette offre, en janvier, de Montréal et moi personnellement, j'étais pas forcément au courant qu'il avait, tu sais, sa fille en handicap, tout ça donc on savait pas forcément ce qui se passait et quand on a appris qu'il devait quitter le club, enfin pas qu'il devait, mais qu'il quittait le club pour aller outre-Atlantique, surtout pour des raisons, plus on va dire plus familiales que sportives. Enfin si moi je me trompe Lolo, hein, en tout cas moi c'est comme ça que je le Non, non, voyais. c'est ça. Sinon, je serais resté là. Ouais et du coup, bah, nous, on a été surpris, mais on a été surtout, on s'est dit: «Ouais, c'est vrai, c'est un bonhomme» parce qu'il permet de privilégier, l'aspect, on va dire, familial, que sportif. Donc, il était bien, il était même dans un confort au Standard de Liège. Mais avant de partir, donc il est parti en janvier, en mercato d'hiver, mais avant de partir, il y avait ce fameux match, ce fameux derby contre Anderlecht, qui est, l'équivalent d'un PSG Marseille, hein, en France. Ah, Il a petit. fait: «Non, non, non, ce match, je veux le jouer et après je partirai» et donc du coup, on a fait ce match, on l'a gagné, il a marqué, c'était un match de folie. Franchement, c'était une de mes plus grosses ambiances, sur un terrain de foot. Incroyable. Ceux qui connaissent pas le stade du Standard, ceux qui connaissent pas Sclessin, franchement, je vous le recommande parce que c'est une ambiance de folie quand il est en feu et là, c'était un match de folie. Le scénario aussi a fait que, c'était un match dingue et partir après ça, c'est légendaire, il faut dire le terme, hein, c'est légendaire et du coup, c'est pour ça que Lolo a laissé une grosse empreinte au Standard. Pas seulement par rapport à ça, mais vraiment sa sortie a été forte. Donc voilà le contexte de Laurent au Standard et voilà mon contexte que j'ai avec lui en fait. Donc, Mais là, tu vois, j'y pense, tu décris, je me rappelle de ce match. Je me rappelle de ton but et d'avoir, parce qu'en suivant Ricky, et c'est vrai qu'on n'en avait jamais reparlé, Lolo, mais effectivement, tu as réussi à lier ta carrière professionnelle et ton devoir de père par rapport à Nina, hein, et d'être sur le prisme autistique et d'être mieux pris en charge parce que c'est le fruit de nombreuses recherches. Ça, on en a souvent parlé entre toi et Diana. Comment ça s'est passé de quitter un club où tu pars un peu en légende, en capitaine, pour tout reconstruire? Parce qu'en tant que footballeur, on l'aime bien ce petit confort. Et quand tu es chez toi, que tu as enfin, voilà, tu as 7-8 ans de carrière à l'époque, même peut-être plus 10 ans, que tu t'es vraiment établi, tu es international belge, tu es capitaine du club dans un club iconique, tu es une figure du club. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu pars sur une note aussi forte? C'est parce que, tu sais, quand tu pars un petit peu, ouais, il faut que je change d'air. Là, tu pars sur vraiment une note très très forte dans un club dont tu es le taulier. Ça a été difficile à l'époque? Non, je te dirais que ça n'a pas été difficile parce que ma décision, elle était prise avec, avec ma femme, bien sûr, mais c'est bizarre parce que j'étais en off-season, on était, je pense, en Espagne avec le Standard en stage et il y avait Thuram. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, le gardien. Ouais. ouais, Il était au Yann Thuram. Standard, Johan Thuram. Johan Thuram. Donc, il vient me voir et on était co-chambreurs. Il me dit, ouais, il y a un agent qui essaie de t'appeler à Montréal. Ils aimeraient bien. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Montréal? Et tu vois, je savais même pas qu'il y avait un club MLS qui existait, moi, à Montréal, à part, tu connais Galaxy, New York Red Bulls, Mhm. mais à Montréal. Donc je dis, ouais, ok, ça marche, je vais l'appeler. Et puis, je l'ai appelé par curiosité.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que je parte en stage, ma femme m'a dit, ah, pour Nina, ça serait bien qu'un jour on aille voir au Canada ce qui se passe, parce qu'ils ont l'air beaucoup plus avancés que ce qui se passe en Europe et en Belgique. Je dis, ouais, ça marche. Si tu veux, après ma carrière, on ira faire un tour à Montréal. Mais je dis, là, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Montréal? Donc l'un dans l'autre, c'était assez bizarre, tu vois, c'était assez inattendu. Puis une fois que j'ai eu cet agent-là au téléphone et que j'ai entendu que c'était sérieux, ben, ça s'est vite décidé. Tu sais très bien comment ça se passe. Ma fille était privée de sa liberté et de pouvoir évoluer en Belgique, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas l'encadrement nécessaire qu'il fallait. Et à partir du moment où je pouvais me permettre ce transfert et assurer aussi ben, financièrement, pas financièrement, mais privé, le côté privé de ma fille, et puis moi continuer à faire ce que j'aime, ben, ça a été vite fait, hein. Ça a été vite choisi dans ma tête. Et puis comme l'a dit Ricardo, je voulais partir sur une bonne note et je voulais pas me dire ouais je risque une blessure au dernier match et de faire capoter le transfert. Non, je voulais partir comme un homme et finir les choses correctement. Est-ce que quand tu vois, là, on parle vraiment du côté privé, familial qui prend le dessus sur le côté professionnel. Toi, tu as réussi à allier les deux. Ouais. Maintenant, en tant que compétiteur et en tant que professionnel et compétiteur, comment tu as, en fait, le process dans ta tête, même si la décision était déjà prise, est-ce que tu t'es dit, je vais sacrifier ma carrière un petit peu pour une raison qui est, pour moi, normale, tu vois, mais comment dire, pour le commun des mortels, on le dit souvent, beaucoup disent, ouais, ma famille est pas savant, ma famille est pas savant. Toi, c'est un cas concret. Est-ce que tu t'es pas dit peut-être que ta carrière va en prendre un coup? Et si c'est le cas, est-ce que tu étais prêt à ça? Tu sais, j'ai commencé le football professionnel à 16 ans. Donc, je suis parti, je pense, je devais avoir 29-30 ans en 2015, donc ouais. Euh, à partir du moment où dans ma tête, je pouvais allier les deux, il y avait pas de sacrifice à faire. C'est juste que c'est mon rôle de père et c'était, comme je t'ai dit, on fonctionne en duo avec ma femme et on est en adéquation avec ça. Après, certes, je suis d'accord avec toi, en partant, eh bien, il y a des risques, l'équipe nationale, il y a des risques aussi par rapport au niveau de jeu, mais j'ai continué à bosser, même ici de l'autre côté de l'Atlantique, et j'ai continué à faire partie de l'équipe nationale. Et ça m'a beaucoup aidé aussi parce que j'avais, euh, j'avais aussi cette reconnaissance de l'entraîneur qui me disait que peu importe où tu joues, tant que le niveau tu l'as et quand tu arrives aux entraînements, ben, pour moi je vois ce que je vois, ben, je continue de compter sur toi. Mais en aucun cas je me suis dit quand je partais de la Belgique, je vais faire un sacrifice par rapport à ma carrière ou je vais la plomber. Non, pour moi, dans ma tête, c'était clair que voilà, et je pouvais pas rester là. Et tu sais, ma famille m'a toujours attendu, mise au vert, vous savez ce que c'est, mise au vert. Puis en Belgique, on joue aussi Champions League, Europa League, donc il y avait même le week-end, je voyais peut-être des fois mes enfants juste le samedi ou le dimanche, vite fait. Mais sinon, après, on était toujours partis au vert, en avion, en déplacement. Donc, ma famille m'a toujours attendu et a toujours fait des sacrifices pour moi. En tant que joueur professionnel, il ne faut pas croire que c'est facile pour une famille, pour une femme. Et à partir du moment où moi j'ai pu rendre la monnaie et être dans mon rôle de père, ben, je l'ai fait avec aucune arrière-pensée, aucun stress de sacrifice de quoi que ce soit. Et Ricky, il a bien décrit le côté iconique que tu représentais au Standard parce que lui, il l'a vu, il a joué avec toi. Moi, c'est après avoir joué avec toi à Toronto et surtout quand on est parti jouer à Montréal que j'ai vu que tu avais laissé une empreinte aussi hyper importante à Montréal. Que le général Simon, ouais, il y avait Même en tant que coach, quand tu es rentré dans le staff, tu avais ta banderole, tu avais ta bannière au stade qui ne bougeait pas. Il faut remettre les choses dans le contexte. Quand tu changes de club et que tu es joueur, il y a toujours un risque que ça ne se passe pas très bien. Est-ce que tu étais tellement émotionnellement attaché à Montréal avant même de mettre les pieds sur le terrain, vu ce que tu pouvais fournir à ta famille, que du coup, c'était écrit, ça allait marcher? Ou comment ça s'est passé pour toi à Montréal pour que ça prenne comme ça et que tu deviennes ouais, à nouveau capitaine, à nouveau joueur emblématique et iconique du club? Bah, il y a une remise en question. Surtout, je pense que où ça a été facile dans l'adaptation, c'est que je me suis remis en question.
Dans le sens où je suis pas arrivé en me disant que c'était un championnat cassé, que j'étais au-dessus du lot parce que j'arrivais de l'Europe. Non, je me suis mis à la hauteur des autres. J'ai continué à bosser. Et pour te dire, le premier match qu'on a fait en championnat en MLS, on a été joué à DC United dans l'ancien stade de baseball, là. Et à l'époque, DC United, c'était facile. C'était long ballon, duel, deuxième ballon, tir. J'étais pas C'est toujours habitué le à cas. C'est euh, toujours le cas. ouais, mais c'est un peu mieux maintenant quand même. Et, euh, et j'arrive et long ballon, premier long ballon, bam! Il y a le grand attaquant qui vient et qui me met par terre. Et j'ai des difficultés dans ce match-là. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, il faut que je m'adapte. Donc en fait, j'ai changé ma façon de jouer, entre guillemets. Je me suis adapté à la MLS tout en restant moi qui j'étais. Et après, ben voilà, j'ai juste fait ce que je savais faire sur le terrain et les supporters aimaient ça. Et du coup, ben, il y a eu un lien assez important et fort qui s'est créé comme un peu dans les clubs par lesquels je suis passé, ouais. Mais ok, t'as dit, t'es resté, enfin, tu t'es adapté et en faisant ce que tu sais faire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu savais faire? Selon toi, parce que les gens, ils peuvent te voir d'une certaine manière. Tu vois, les gens, ils te voient d'une certaine manière. Mais toi, comment tu t'analyses? Qu'est-ce que tu savais faire? C'était quoi tes points Bah, forts? écoute, tu sais, je suis pas un grand joueur en taille. Donc, du coup, j'ai dû m'adapter aussi parce que en MLS, des gabarits, c'est assez important. Et moi, comme défenseur central, je suis pas des plus grands. Donc, je te dirais que ma première qualité, quand même, c'est la vision du jeu. Et mon point fort, quand même, c'est les passes. Je pense que mon jeu long ou mon jeu court ou entre les lignes, c'est quelque chose qui me définit assez bien et pour lequel je suis assez fier de ça. Et puis pour le reste, ben, compenser le fait que j'étais pas grand par l'engagement, l'envie et l'agressivité saine. Voilà qui j'étais sur un terrain de foot. Tu confirmes ou c'est comment? Parce que Ah, ouais. Non, je mais confirme, on a deux, trois souvenirs de jeux longs assez importants. Finale de conférence, passe D. Lolo fait une diagonale à Nico Benezek, joueur français aussi. Il fait petit contrôle de l'extérieur à Atlanta. Il rentre intérieur, but. Et c'est un but qui nous remet dans le match. Et effectivement, je cours, je long, même aux entraînements, on rigolait avec Lolo parce que on était, j'étais un gardien qui aimait la qualité de passe et lui, c'était un défenseur central qui aimait la qualité de passe et on jouait dans une équipe qui avait besoin de possession. Donc autant dire qu'on s'est régalé et que effectivement sur le terrain, on n'a pas eu trop de problèmes à connecter. C'est plus dans le vestiaire, tu vois. Je plaisante, on était assis juste à côté. Oh, du premier jour jusqu'au dernier, c'était beaucoup de plaisir. Mais bon, ça c'est automatique. C'est automatique. Laurent, quand tu repenses à à ta formation, tu as dit que tu as commencé à jouer au foot à 16 ans, en pro à 16 ans. C'est comment la formation en Belgique? Comment tu rates, tu vois, la formation belge? Parce que tu as joué en France, on parle beaucoup, voilà, il y a une certaine, les Red Devils, il y a une certaine concurrence saine, je veux dire, entre la France et la Belgique. Tu vois, il y a de la qualité partout pour moi. Mais comment toi, ouais, après, avec le recul, avec tu as été coach, comment ouais, tu rates, comment tu analyses la formation belge et celle que tu as eue? D'où, en fait, ma Je question est pense, pour que demander d'où vient ton QI football, en fait. Ouais. Et pour compléter, tu es arrivé juste avant tout ce qui a été mis en place pour cette génération un petit peu dorée, des mecs qui ont 4-5 ans de moins que nous, hein, et savoir quelle est la différence entre ce que toi, tu as connu en formation et ce qui a été mis en place par la suite. bah déjà, ça a plus rien à voir de ce que nous on a connu. On va pas se mentir aussi. Déjà, les mentalités, c'est beaucoup plus respectueux maintenant que ce que nous on a connu. Si on avait des coachs qui agissaient comme ils l'ont agi avec moi dans le temps, ben, c'est certain qu'il y aurait des plaintes et des problèmes. Donc là maintenant, c'est certain qu'on a dû s'ajuster dans le bon sens du terme. Mais c'était très strict. Moi, quand j'étais jeune, et puis mon parcours aussi, il est un peu bizarre parce que au début, je jouais dans mon quartier, comme tout le monde, je pense, puis j'ai intégré Charleroi, le Sporting de Charleroi, la belle ville de Charleroi, où j'ai grandi et où je suis né. Ça s'est bien passé. Je te dirais que les catégories sur le plan footballistique, c'était assez facile et je trouvais ma place. Il y avait beaucoup de discipline. Tu sais, il fallait ranger le vestiaire à la fin des matchs, à la fin de l'entraînement. Il fallait laver nos chaussures. Il fallait quand le coach arrivait, il fallait qu'on soit assis, qu'on l'écoute, qu'on parle pas.
Par rapport à l'éducation, j'ai vraiment aimé ce que j'ai eu, mais c'était vraiment très strict. Mais pour moi, c'était normal et logique. Il fallait avoir du respect, il fallait avoir aussi une image à respecter par rapport au club. Tout ça, c'est des choses qui ont un peu changé maintenant, mais je pense que la formation, elle est un peu la même qu'en France. C'est très entouré, c'est très technique, c'est très poussé. Bon, après, de mon temps, il fallait vraiment performer, sinon tu allais t'asseoir sur le banc et tu touchais pas une cacahuète. Mais, euh, mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est que j'ai fait Division 1, et puis à un certain moment, ben, j'ai été appelé dans le bureau du directeur technique avec mon papa, et on m'a dit, ben voilà, écoutez, t'as plus le niveau pour jouer en Division 1, il vaut mieux que tu ailles en Division 3. Ah, bah, tu sais, j'étais petit, je me dis, bah, ça va, c'est bon. Du coup, je vais en Division 3. Mon père, il essaie de me remonter le moral comme il pouvait. Tu sais, moi, le football, j'allais jamais en faire ma vie. Pour moi, ça allait être un taf et j'allais travailler sur le côté et puis j'allais aller m'entraîner et jouer avec mes potes, quoi, tu vois. Donc, dans ma tête, c'était déjà pas clair d'être professionnel parce que d'où je venais et parce que, encore une fois, j'avais pas le niveau. On m'avait dit que j'avais pas le niveau, donc voilà. Et puis j'ai fait foot élite à l'école et là j'ai rencontré une icône de Charleroi que vous connaissez sûrement pas, c'est Dante Brogno. Mais c'est une icône en Belgique et plus au Sporting de Charleroi. Il a joué en Et il France, m'a lui. dit, écoute, Il a joué en France, non, ouais. c'est Tony Brogno en France, c'est son frère. Ah, Tony Brogno, ouais. Brogno, ouais. Tony Brogno l'a joué en France, ouais. Ricky, Exactement. tome 12. Ricky, tome Non, 12. le Tom, il est complet. Brogno, il est dans mes fichiers, tu vois. Il est dans mes Bravo, fichiers. Tu le bravo connais. parce que ça, t'es un poulet. Waouh! Non, il remonte. Bon, parce que ces derniers temps, tu vois, il était un peu en baisse au niveau, tu vois, parce il y a un Mais duel là, c'est avec Ricky. le jet lag, à mon avis, ça lui fait du bien, tu vois. L'air Et donc, américain, ça m'a redonné un peu d'inspiration, là. c'est ça, ce gars-là, il m'a dit, ah, tu peux jouer en Division 1. Je lui ai dit, ça, arrête, il y a 2 ans, on m'a dit que j'avais pas la possibilité. Je dis, donc, laisse tomber. Et puis, il a réussi à me convaincre. Et puis, je suis remonté en Division 1. Donc, tu vois, l'école de formation, encore une fois, elle est importante. Tu vois, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique où c'est plus compliqué. Parce que malheureusement, il n'y a pas les gens qui sont qualifiés et qui n'ont pas un vécu footballistique pour apprendre aux jeunes. Et c'est là que ça devient compliqué. Mais ouais, je te dirais qu'en Belgique, c'était assez bien organisé, assez bien entouré. Et je pense que ça se ressemble un peu par rapport à ce que vous avez connu en France. Est-ce que parce que aujourd'hui, maintenant, tu as un regard, on approche la quarantaine, tu vois, tu as une expérience, tu as un vécu. Quand tu regardes comment dire, la formation belge et ce qui sort, tu vois, le vivier belge, il y a de la qualité, tu vois. À quoi est-ce que c'est dû, on en parle souvent avec la France, à l'immigration, enfin, tu vois, au côté qu'est-ce qui fait que les Belges, quand même, tu vois, il y a un truc chez les Belges. Après, comme il a dit, qu'il y a eu une nouvelle génération après toi, enfin, tu l'as côtoyé et tout ça, mais comment tu l'expliques ça? Enfin, tu l'expliques comment? C'est quoi ton regard dessus? Et même pour vous, Ricky. Ouais, mais je pense que ça, même Q et Ricky peuvent le dire. Je pense que il y a tout le temps des générations comme ça qui sortent à un certain moment. Où il y a plusieurs éléments importants qui sortent de centres de formation et qui arrivent à rendre l'équipe nationale meilleure et bonne. Parce que c'est vrai que ce qu'on avait connu dans le passé, c'était assez compliqué, où il y avait déjà un problème entre les Wallons et les Flamands pour venir en sélection. Et donc l'entente déjà entre les deux groupes était pas bonne, tu vois. Donc c'était compliqué pour le coach de mettre des choses en place. Mais une fois que tout ça a été mis à plat et qu'on a arrêté de se dire, voilà, on représente le Sud ou le Nord, on s'en fout. On vient, on représente la Belgique et that's it. Et on était content de revenir en équipe nationale. Ben ouais, il y a eu la génération dorée avec les Eden Hazard, De Bruyne, compagnie, Vermaelen, j'en passe. Mais malheureusement, on n'a pas gagné. Il est là le problème, tu vois. Quand tu as une génération comme ça et que tu gagnes rien, c'est dommage et c'est triste parce que c'est un peu du gâchis, tu vois. C'est un peu comme vous, l'équipe de France, hein. Si elle avait rien gagné en 98, tu vois, ça aurait été triste aussi avec l'équipe que vous aviez. Ben là, eux, ils ont gagné, nous, on n'a pas gagné. Mais ouais, il y a des clubs en Belgique qui sortent vraiment des joueurs importants comme Genk. Genk est un centre de formation qui est assez reconnu maintenant dans le monde. Ils ont chaque année, je pense qu'ils sortent un gardien qui est acheté par un club de première ligue et puis prêté à droite à gauche tellement ils sont bons. Il y a Anderlecht qui reste quand même quelque chose d'assez connu, important et bien bien agencé. La Gantoise, le Standard. Et voilà, c'est des clubs comme ça où, euh, où tu as la possibilité de travailler avec des gens qui connaissent le football et qui t'apprennent des choses
qui te performent et après, tu arrives à jouer en équipe professionnelle. Malheureusement, maintenant, avec le business et les sommes astronomiques qui sont dépensées dans le football, ben, c'est un peu plus compliqué d'avoir, on va dire, des dirigeants qui pensent et qui continuent de bâtir ce qui a été construit avant. Et c'est là que ça devient un peu plus triste en Belgique en tout cas. Pour rebondir sur ton expérience d'équipe nationale, parce que toi, à cette époque-là, voilà, en 2015, 16, 17, 18, voilà, tu es un trentenaire, tu t'es déjà expérimenté et t'encadres cette génération un petit peu de jeunes super prometteurs avec, comme tu dis, avec les Vermaelen, avec les compagnies. Vous faites figure d'anciens dans ce groupe ou de vétérans, comme ils aiment bien dire ici aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez mis en place, d'une part, pour cultiver cette qualité chez les plus jeunes, d'une part, et de l'autre, pour apaiser ces potentielles tensions générationnelles entre Wallons et Flamands? Vous avez mis un truc particulier en place? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette... Parce que toi, tu parles de l'échec de rien avoir gagné, mais vous êtes arrivé à ça tout le long. Tu comprends? C'est triste parce que avec les qualités qui étaient les nôtres, ça s'est joué sur un fil ou sur une décision. Et tu sais, quand tu es joueur, tu te dis quand même, tu te dis à chaque fois, ouais, qu'est-ce qu'il fait le coach? Il prend des décisions débiles. Mais quand tu passes de l'autre côté de la barrière, et moi je l'ai été aussi en tant qu'assistant, c'est pas facile, tu vois. Donc je comprends, mais là où je veux te dire, c'est que il n'y avait pas besoin en équipe nationale de dire ou de faire quoi que ce soit. Le coach est arrivé, c'était Marc Wilmots. Il s'est dit, voilà, je vais baser et je vais essayer de rassembler une équipe. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait plein d'individualités, mais on n'arrivait pas à créer un groupe. Et lui, il s'est dit, je m'en fous de la qualité individuelle, je veux qu'il y ait un groupe, je veux qu'il y ait un plaisir de revenir en équipe nationale. Et c'est ça qui a fait notre point fort à la base, c'est qu'au début, on était tous des bandes de potes, que ce soit flamands ou wallons. Oui, c'est clair tu peux pas t'entendre avec tout le monde, donc il y avait des atomes un peu plus crochus avec certains et moins avec d'autres. Mais on a retrouvé une envie d'aller en équipe nationale et une envie de jouer pour la Belgique. C'est ce qui a fait qu'après, on a pris du plaisir sur le terrain, tout simplement. Toi, t'as fait combien t'as passé du temps en équipe nationale? Et ça, c'est une question que j'ai pour toi, mais comme j'ai pour tout le monde. Pour nous tous, c'est vraiment un sujet que j'ai envie. Est-ce que souvent la vie en équipe nationale, elle n'est pas plus frustrante que la vie en club? Parce qu'on est tous compétiteurs. À un moment donné, comme tu dis, tu fais partie d'une génération où tu t'accueilles, peu importe. Pour moi, tu fais partie d'une génération, que tu sois au début ou à la fin. Tu accueilles des joueurs, vous êtes ensemble. Et tu as été tellement iconique partout où tu es passé. Et ça, on peut, chacun à son niveau. Et c'est une question vraiment pour tout le monde. Est-ce que c'est pas plus frustrant des fois cette vie en équipe nationale parce que voilà, t'es limite, on ne te voit pas. Des fois, on ne te voit pas, tu joues moins, ou des fois tu joues pas, mais tu es juste là en mode encadreur. Comment ça se vit? Parce qu'il y a des gens ici, ils se demandent, ils aiment bien comparer à la vie en club et là, parce que tu performes d'une certaine manière en club, tu dois performer pareil en équipe nationale. Moi, je sais que c'est pas la même chose, mais aujourd'hui, toi, chez les Belges, et pour vous, même Ricky et Q, d'une autre manière, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, tu sais quoi, moi déjà, j'étais juste déjà content d'être pris en sélection. Déjà pour moi, c'était magique. Savoir d'où je viens, où j'ai grandi, et me dire de côtoyer, et de faire Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Jeux Olympiques. Pour moi, j'étais juste. Après, oui, je restais un compétiteur et c'est certain, mais quand tu as accompagné Van Buiten, Vermaelen, Vertonghen devant toi et que tu te dis, bah, je suis sur le banc, bah ouais, à un certain moment, il faut accepter aussi, tu vois. Faut pas se dire je suis moins bon et c'est pour ça que je suis sur le banc, mais c'est juste que la- le fait de voir des gens comme ça devant toi, j'étais juste prêt au moment où si le coach avait besoin de moi et pour jouer, tu vois, mais pour moi, dans ma tête, c'était déjà un réel plaisir et un honneur d'être sélectionné parmi les 23 de Belgique. Donc, très rapidement, tu étais conscient du niveau de la concurrence et du coup, tu t'es dit, écoute, non, mais parce que c'est une force aussi de le reconnaître. Il y a plein de gens qui, effectivement, quand tu es taulier dans ton club et tu te dis, c'est hyper dur de changer la casquette et d'arriver dans, eh, écoute, là, déjà, je suis content d'être là. C'est une force, Lolo, parce qu'il y a plein de monde qui dit, eh, écoute, moi, je suis comme ça en club. Ou c'est juste, tu sais, imagine, je sais pas moi, tu vas en sélection et c'est Barthez devant toi, qu'est-ce que tu veux faire?
Non, mais tu dis ça, mais c'est pas tout. Je te jure que mais l'ego, tu sais, on le sait tous, si l'ego et la confiance en soi du joueur de foot, je pense que, et du sportif de haut niveau, si tu n'as pas cette limite, cette folie de croire, avoir des certitudes, limite, tu passes pas un certain nombre de paliers. Donc, il faut flirter entre on va dire, La la confiance. confiance et la réalité. Toi, je pense que tu parlais tout à l'heure, Quentin, il te posait une question par rapport à ce qui a fait en sorte que le groupe il soit homogène, que vous puissiez avancer. Sans le voir, et après on l'a vu dans nos vestiaires, mais s'il n'y a pas des profils comme toi qui arrivent à accepter le fait que, entre guillemets, il y a meilleur que moi, ce qui ne veut pas dire que je suis mauvais, Non, ça ne veut pas dire que je suis mauvais. S'il n'y a pas des profils comme ça, moi je pense qu'un groupe, il ne peut pas fonctionner, surtout une non, sélection. je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Surtout une sélection. Donc, à un moment donné, oui, tu peux voir des gens plus forts que toi, mais c'est pour ça que. Mais, Mais c'est là que je suis d'accord avec toi, c'est que la différence entre club et équipe nationale, c'est que en sélection, en sélection, je peux penser comme ça et me dire, voilà, il est meilleur que moi, donc, tu sais, les gars, en plus, t'as vu où il joue, t'as vu moi où je joue, donc, tu sais, il y a des réponses, tu les vois directement, et puis, encore une fois, c'est pas n'importe quel joueur qui était devant moi et qui formait l'équipe, mais là où je te rejoins, c'est que en club, par contre, j'aurais pas accepté cette situation-là, tu vois, de pas jouer. Alors, à ce moment-là, si je joue pas dans ce club-là, c'est que je suis pas assez fort pour jouer dans ce club-là, je vais aller ailleurs et trouver du temps de jeu. Mais en sélection, c'est différent. Moi, je voyais les choses différemment. Surtout quand j'avais des joueurs qui jouaient à la même position que moi et qui y sont. Mhm. Parce qu'à l'époque, Van Buten, c'est le Bayern, Vermaelen, c'est le Barça, Vertonghen, c'est Tottenham. Vermaelen, c'est Arsenal. Arsenal. Compagnie, c'est Manchester City. Gros, les deux autres, c'est Ajax ou Tottenham. Ouais. Ouais, c'était. C'est pas mal, ouais. Non, c'est Ah, pas. solide. Non, c'est solide, mais après, encore une fois, pour moi, dans la conception d'un groupe, et c'est ça qu'il faut. Et les gens, souvent, ils confondent. Pour aller loin, et c'est un truc que M. Deschamps, il a beaucoup fait, on a beaucoup critiqué Deschamps, même Wilmots. On en parlait beaucoup de Marc Wilmots. Ah, il fait ci, il fait ça. Pourquoi il a pris tel joueur? Pourquoi il a pris tel joueur? Toi, tu l'as dit, tu es passé de l'autre côté. Maintenant, la problématique, quand on est joueur de foot, on est auto-centré. On C'est ça. doit s'occuper que de nous. Quand on passe de l'autre côté, à un moment donné, on a tout un staff à s'occuper. On a C'est les. ça. Tu vois, et ça, tu l'as vécu comment, toi, dans ta transition de l'autre côté? Parce que comment ça s'est Mais passé? moi, c'est des questions auxquelles tu sais, je comprenais pas au début. Même Q, il est là pour te le dire. En finale de la MLS avec Toronto, il y a eu des choix qui ont été faits et malheureusement, ben, j'en ai payé les frais. Et là, j'étais pas content et à juste titre parce que c'était pas un compagnie qui avait devant moi. C'était tout l'inverse. Mais bon, On veut des noms. Là, je rigole. là où je te rejoins, c'est que maintenant, avec le recul et le fait d'être passé de l'autre côté, ben, je les comprends, ces coachs qu'on fait des choix et que des fois, ben, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais, euh, mais c'est pas évident parce que c'est un groupe, parce que c'est un groupe que tu dois créer et après tu dois maintenir pour essayer d'en tirer le meilleur. Et pour tirer le meilleur d'un groupe, ben, tu as besoin de plusieurs ingrédients et pas seulement que du bon et des joueurs qui sont capables individuellement de faire la différence. Il faut des gens qui soient là pour le groupe, pour souder le groupe et pour tirer le groupe vers le haut. Et ça, c'est ce que Marc Wilmots a fait avec l'équipe nationale quand il est arrivé et d'autres coachs aussi l'ont fait. Moi, justement, moi, c'est ce passage, moi, qui m'intéresse. C'est un peu ta transition de post-carrière. Après avoir fini ta carrière, tu as décidé de rentrer plus dans le management, dans le coaching. C'est quoi les éléments qui t'ont poussé à passer de l'autre côté, justement? Tu vas rire, mais c'est encore la même chose, c'est la famille. J'ai joué 2 ans à Toronto avec Q. Et ma femme et mes enfants étaient à Montréal parce que j'avais ma maison à Montréal. Donc je Ouais, voyais pas ma femme et mes enfants tous les jours. Et puis on s'entend bien que Toronto, Montréal, c'était 1 heure d'avion. C'est pas, je prends la voiture, je fais 1 heure et demie et puis je vais voir ma famille. Donc je les voyais pas souvent. Et avec le recul, ça a été un choix, pas un bon choix de ma part parce que je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu être loin de chez moi, faire tout le temps la même chose, vivre d'accord. tout seul un peu. Puis Q, il sait très bien que je suis pas du style à droite à gauche, donc je restais chez moi et j'avais un peu une idée un peu bizarre. Hmm. Donc c'était assez compliqué. Et puis à la fin de l'année, j'ai dit, je voulais revenir à Montréal en fait.
Je voulais revenir à Montréal, être proche de la famille et je devais avoir un accord avec le club qui me permettait de revenir en tant que joueur. Seulement, dans le football, ça se passe jamais comme on l'a décidé. Et il y a eu un move qui a été fait entre Maxi Urruti et comment il s'appelle? Et un défenseur de Houston, parce qu'ils voulaient se débarrasser d'un gros salaire. Ah oui, et Kiki Strona. Et ils ont fait à Montréal un joueur qui s'appelle Kiki Strona, qui était à Houston à l'époque, un défenseur central. Seulement, il avait un salaire d'IP, lui. Donc, quand lui est revenu à Montréal, il n'y avait plus de place pour moi. Donc, le GM, il Malheureusement. m'a appelé. Il m'a dit, écoute, j'ai dû faire ce move-là. Il n'y a plus de place dans l'effectif pour toi, donc ça va être compliqué. Mais moi, en revenant à Montréal, j'avais mis mes billes à Montréal. J'avais pas dit à mon agent, tu peux regarder à droite, à gauche. Je dis, non, moi, je Ouais, veux ouais. retourner à Montréal et that's it. Donc, j'ai eu des propositions. Je pouvais aller jouer au Qatar, à droite, à gauche. Mais je me dis, c'est quoi me retrouver tout seul ou laisser la famille ici et puis aller au Qatar, à Dubaï avec Nina. J'y connais rien et j'avais pas forcément envie de changer sa routine parce que quand on change sa routine à la petite, c'est assez compliqué. Hmm. Donc voilà, je parlais avec Olivier Renard, Thierry Henry et Thierry m'a dit, écoute, moi si tu veux, il y a une place dans le staff, je serais content que tu sois avec moi et j'ai dit, ben ok, ça marche comme ça me permet d'être à Montréal et de revenir chez moi. Ok, donc c'était plus un concours de circonstances qu'une vraie volonté de coacher. Bah ouais, Mais tu parce as que pris goût. je pense qu'à la base, j'allais arriver à ça. Parce que c'est quelque Ok. chose que j'aime bien, être près du terrain, sur le terrain, dehors. J'aime bien être dehors avec les joueurs. Puis comme Q peut te le dire et toi aussi, Ricky, c'est que je suis pas bon sur l'ordi. Je suis pas un gars d'ordinateur à faire des trucs. Donc je pense que dans chaque... T'es practical, t'es quelqu'un de pratique. Non, ben c'est facile, tu vois. Tu prends un template, tu fais blablabla, blablabla, et c'est réglé. Donc je Ouais. suis pas, je suis quelqu'un qui est plus dans le relationnel, à parler avec les joueurs, à savoir Mhm. comment ils vont, que ce soit sur le plan physique, technique, tactique, mais aussi à la maison, ou ceux qui sont célibataires, ben comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, et tout ça, je pense que ça n'a pas été pris en compte à leur juste valeur à Montréal, et aujourd'hui, ben ils en payent un peu le prix malheureusement, mais mais ouais, je suis quelqu'un qui est bon dans la relation, à savoir mettre un joueur en confiance, parce que je suis quelqu'un qui croit qu'un joueur, même s'il est moyen, si tu arrives à le mettre en confiance, tu arrives à en tirer le meilleur. Et c'est pour ça que j'aimais bien faire ce coach, ce rôle d'assistant coach. Ce pont, qu'on se le dise, parce que moi, je t'ai connu sur tes 2 dernières années de ta carrière au final, qui effectivement, tu arrêté, tu étais encore apte, tu étais complètement apte, hein. Tu arrêtes après la saison 2020 où avec Toronto, on cartonne, hein, qu'on se le dise. Enfin que on était tous déprimés, on était, délocalisés à Hartford parce qu'on était en plein covid et le Canada au covid, il était fermé à double tour. Donc ce qui a amplifié aussi le côté la séparation avec ta famille. C'était rendu encore plus difficile parce qu'il y avait des quarantaines, parce qu'il y a impossibilité de voyager. Bref, Peut-être pour trois remettre dans... mois. C'est ça. Mais le truc, et il faut le souligner, c'est que ça, tu le faisais déjà à Toronto. Ouais. La connexion. La connexion. Lolo, tu as eu un rôle incroyable à Toronto où là, tu le racontes un peu brièvement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Lolo, avant le premier match des playoffs, le défenseur central qui jouait un petit peu plus depuis un moment, se blesse. La blessure, elle est encore un peu... est-ce que c'était dans la tête? Est-ce que c'était parce qu'il y avait de l'attente? Et au final, Lolo, il s'est retrouvé à jouer le premier match de playoff, marquage direct de Wayne Rooney, à 1 heure du coup d'envoi. À 1 heure du coup d'envoi, il dit, OK, l'autre, il n'est pas apte, il a fait un test, tu joues. Ensuite, il joue le deuxième match de playoff où on va battre le premier New York City à New York City. Ensuite, le troisième match de playoff où il fait cette fameuse passe décisive à Atlanta, chez la meilleure équipe du moment depuis 2 ans dans la ligue. Ouais, Il mais fait gros, ça c'est toi qui nous a quand même maintenu dans le match avec ton penalty, hein. là, là, on parle de toi, Lolo. Là, Ouais, on c'est parle de ça. toi Eh, et de ce que tu as fait. Lolo, ça on le sait, t'inquiète pas, on le sait très très bien ça. On Ton l'a histoire, vu on Parce la que s'il connaît marque à celui-là, Qatar. Écoute, il fait cette passe D, mais pour mettre dans le contexte. Donc, on se qualifie pour la finale des finales à Seattle. Et avant ce match-là, c'est là que le coach décide de changer et de remettre le défenseur qui avait été titulaire depuis 3 4 mois au détriment de Lolo. Ouais, Bref, chaud. ça a été un coup dur. Mais l'année d'après, on est enfermé Covid, on a le tournoi en Floride, on a les matchs à Hartford. Et Lolo, il était toujours un soutien incroyable, qui joue pas. Cette année et ces 2 années, depuis, Lolo est parti de Toronto. Tu as embrassé ta carrière
Toronto ne s'en est jamais remis. Toronto n'a jamais retrouvé des groupes aussi équilibrés, je parle, où tu as des titulaires, des joueurs qui jouent un peu moins, mais qui jouent énormément et qui ont une grosse influence. Toronto, encore à ce jour, recherche des connecteurs comme Lolo a pu l'être. Et c'est là où je dis, tu avais déjà commencé, Lolo, parce que tous ces jeunes qui maintenant cartonnent, on les voit, les petits à Vancouver, là, Ralph Priso, Jaden Nelson, Jackie, Marshall Ruti, que tu as connu à Montréal, qui est maintenant parti à Charlotte et tout. C'est des petits que tu as chaperonnés. C'est des petits que tu as vraiment beaucoup aidés, que tu joues ou que tu joues pas. Et toi, eux te voyaient comme l'international belge. Parce qu'il faut savoir. Je pense que c'est pas juste moi. Je pense que c'est notre groupe, tu vois. Même si ce qui est bien, c'est qu'il y avait des gars qui parlaient anglais, il y avait des gars, il y avait des japonais, tu vois. Même Tsuba, si tu regardes Endo, il arrivait à amener les jeunes à un niveau qui était meilleur que ce qu'ils auraient peut-être pu croire, tu vois. Des gars comme toi, comme Chris Mavinga. Euh, de différentes manières, mais Michael Bradley l'a fait aussi. Après, il s'est un peu perdu dans la dictature, mais je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si tu veux tirer le meilleur de ton équipe, j'ai toujours cru en ça en fait depuis que je suis pro. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, quand j'avais la possibilité de le faire dans le staff de Montréal, je prime pour ce qui est ambiance et confiance parce que je suis passé par là où j'ai manqué de confiance en moi dans un club où ça s'est pas bien passé au club de Bruges où j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir exploiter mon niveau à moi qui était le vrai niveau de Laurent Simon. Malheureusement, ça n'a pas été le cas au club de Bruges. Puis il y avait le côté flamand aussi où ça s'est un peu moins bien passé. Mais voilà. Et puis grâce au soutien de ma femme à l'époque où elle a continué à avoir confiance en moi, ben voilà, un certain moment, ben j'ai passé le palier et je suis redevenu le joueur que j'étais. Et c'est pour ça que tu m'enlèveras pas de la tête que si un joueur il a de la qualité, et que tu arrives à le mettre en confiance et même quand ça va moins bien, ben continue à avoir confiance en lui, à travailler sur cet aspect mental pour le pousser à être meilleur, tu vas en tirer des bénéfices. Regarde l'année dernière, George Campbell, qui est un défenseur central de Montréal et qui est passé aussi par Atlanta, avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là de la confiance en soi. Regarde cette année-ci, avec le boulot qu'on a fait la saison dernière, cette année-ci, c'est un des meilleurs pour l'instant à Montréal. Et alors, tu vois, je pense que ceci, comme on dit, ceci explique cela. Il y a pas, pour moi, il y a pas d'hasard. Quand on sait on en parle beaucoup ici, quand on sait qui on est et quand on sait ce qu'on représente en tant qu'humain, c'est un peu comme un don. Ton don, quand on appelle ça connecter les gens, ce que tu as fait en tant que joueur, ce dont tu avais besoin en tant que joueur, c'est ce que tu as pu retranscrire en tant que bon assistant. Et ma simple question, c'est que, est-ce que pour toi, ce don, parce que pour moi c'est un don, d'accord, c'est pas une qualité, c'est un don, parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire naturellement, c'est quelque chose qui est soit tu l'as pas. Est-ce que c'est ce qui te définit en tant qu'assistant et pas en tant qu'entraîneur numéro un? Et c'est une J'ai question. pas voulu devenir coach numéro un Ok. parce que pour moi, je me voyais parce que là maintenant j'y suis plus, on va pas se mentir. Encore une fois, une histoire bizarre, mais bon. Je me voyais Je me voyais pas être coach numéro un tout de suite ou peut-être je l'aurais tenté plus tard, mais je me voyais plus comme être quelqu'un qui travaille pour le club et pas seulement pour un personnel, un coach. Euh, voilà, j'étais là pour aider les clubs, que ce soit avec un tel ou un tel coach. J'avais pas envie d'être adjoint numéro 2, adjoint numéro 3. Je voulais juste être là, faire ce que le coach attendait de moi et travailler pour le club parce que j'étais content, j'étais heureux d'être ici. Voilà pour moi, c'était quoi mon objectif premier. Pas être numéro Il y a un. des rôles pour ça, Lolo, maintenant, hein. Il y a des J'ai pas rôles, compris. il y a des rôles, hein, dans le club qui peut se libérer, enfin, qui correspond à ces fonctions-là. Ouais, je Il y a sais, la direction mais sportive. c'est compliqué. Tu sais, Montréal, ça reste quand même un marché assez compliqué, géré de façon un peu bizarre aussi. Vous le savez très bien. Mmh. Malheureusement, il y a des gens qui sont toujours comme ça dans le football, qui te disent bla 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 bla, et après, ben, ils te la mettent à l'envers. Je pense que ça, c'est dans n'importe quel métier, que ce soit dans le football ou ailleurs. C'est comme ça. Moi, tu sais, pour moi, une parole, quand je te donne ma parole, je te donne ma parole. Je m'en fous d'écrire et de signer sur un papier. C'est ça. Mais quand tu me demandes des choses bizarres,
que ce soit le vice-président ou le GM, j'ai toujours été droit dans mes bottes et toujours été vrai. J'ai jamais entubé personne. Donc aujourd'hui, je peux me regarder dans une glace et mon travail, il a été fait, il a été bien fait. J'ai encore des joueurs aujourd'hui qui m'envoient des messages en me disant, ah, tu manques à tous les jours, c'est plus le même sans toi et tout ça. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je me suis fait virer, je sais même pas pourquoi. D'accord. Mais Mais il faut vivre avec. l'intégrité, c'est ça, non? Ricky, on en parle la semaine dernière, non? C'est ton On en intégrité, parlait la semaine dernière, en éthique effet, de ouais. travail, ton intégrité en tant qu'homme. Moi, ce que j'entends quand je t'écoute parler, et là, que ce soit, on a traversé un peu, que ce soit l'équipe nationale, la manière dont tu as grandi, dont tu as été formé, tu vois, cette, on va dire, discipline, tout ça, bah, ça forme l'homme que tu es. Et demain, la raison pour laquelle là, tu es bien, tu es posé et tu es bien dans tes baskets, même si tu comprends pas pourquoi tu t'es fait virer, bah, c'est que fin des fins, quand tu restes fidèle à toi-même, et que tu fais des erreurs, tu reconnais tes erreurs, tu peux avancer. Bien sûr, personne n'est parfait, ça je dis pas le contraire, mais de toute façon, il faut ce qu'il faut, il faut avancer dans la vie de toute façon. Donc voilà, il faut contrôler ce que tu peux contrôler, that's it. Ou changer, ou. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un juste retour des choses et que les bonnes opportunités elles reviennent toujours, surtout quand tu es dans cet état d'esprit-là. Quand tu arrives, tu es là, tu peux te regarder dans la glace et tu es intègre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le monde du football. On avait parlé avec le feu Saul Bamba, quand il avait, tu vois, il avait des propositions et il pouvait pas, comme il disait, il pouvait pas faire ça à Sabri Lamouchi. Il pouvait pas faire, tu vois, ça faisait partie de lui et tu sens que c'était authentique. Et là, je pense que moi, en tout cas, c'est ce que ça me rappelle. Et je te dis bravo pour ça, dans tous les cas. Bravo pour ça, parce que les. Q, c'est quoi la vérité prend le mensonge prend l'ascenseur, je sais pas quoi là, c'est quoi là, tu connais bien? Le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend les escaliers. Ouais, voilà. À un moment donné, la vérité, elle met toujours du temps à arriver, mais on est toujours libéré par la vérité. Donc, messieurs, une dernière question, un dernier commentaire pour notre invité. Non, non, c'est très clair. En tout cas, ça m'a enfin, encore une fois, hein, moi, j'aime bien être en mode auditeur. Je vous écoute parler, vous posez les sujets, moi, j'écoute. En tout cas, c'est très enrichissant, Lolo. Je te remercie pour ton passage et bah, moi, je te souhaite que du bonheur pour la suite, que ce soit professionnellement, au niveau familial et je sais que, bah, ton futur s'inscrira toujours à Montréal parce que c'est écrit et puis c'est naturel comme tu l'as dit, l'amour que tu as pour cette ville et pour ce club, il est indéniable donc ce serait vraiment dommage, ou bête, qui voilà, qui s'appuie pas sur tes qualités naturelles. Donc en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil. Après, je pense aussi que ce qui fait qu'un footballeur est complet, que ce soit sur le plan, et vous me le dites tous les deux si je me trompe, sur le plan footballistique, mais privé aussi. Pour moi, mon privé a eu beaucoup d'influence sur la personne que je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme très jeune. Mmh. Euh, j'ai grandi dans un quartier qui était assez, j'étais bien, j'avais pas de problème, j'avais pas de stress, mais qui était assez, soit tu te fais respecter, soit tu es mort. Mmh. Donc du coup, j'avais une façon de parler qui était un peu aussi, un peu plus délicate, et le fait d'avoir rencontré ma femme assez jeune et d'avoir basé mon foyer, et ma vie privée assez jeune, ça m'a beaucoup aidé aussi parce elle m'a appris pas mal de choses et elle m'a appris à être l'homme que je suis aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, c'est important pour quelqu'un qui est dans le haut niveau comme ça, c'est que le côté privé soit rangé et soit carré aussi, parce que ça pourra toujours t'aider à être meilleur sur le terrain. We can relate, hein. Très bien. We can relate. Yeah, yes, sir. Très bel hommage. Q, fini? Ah, moi, c'est un plaisir de. Mais après, moi, c'est très récent. Je veux dire, avec Lolo, on a partagé tellement de moments. Mais ouais, effectivement, tu vois, moi, c'est là où on a tout de suite connecté, c'est que il s'enracine. Tu vois, quand il vient quelque part, même à Toronto, où je sais que quand l'entraînement se terminait, sa journée, entre guillemets, se terminait parce que lui rentrait à la maison. Quand nous, on allait se ressourcer, lui, il allait justement, bah, c'est pas déprimer, mais il allait faire face à un manque, tu vois. Et Mmh. malgré tout ça, il a pu quand même construire et il avait ce bien pour le vestiaire, pour le groupe, pour le club. Et c'est là où ça m'étonne même pas. Il a envie de s'enraciner encore plus, il a envie de donner à la ville de Montréal, il a envie de donner à l'environnement dans lequel il évolue. Et vous m'entendez assez parler d'environnement, c'est le plus important. C'est le plus important de vouloir impacter
là où tes 2 pieds sont. Et s'il y a bien une personne qui l'incarne, c'est Lolo. Donc merci pour ça. Merci à toi, merci Laurent. Moi, je sais pas encore Lolo. Tu fais quoi ce week-end, hein? Tu fais quoi? C'est quoi ton programme de ce week-end, Laurent? Ce week-end, Ouais. on est lundi, gros. Ouais, je sais. Ah ouais? Tranquille, oh. On vit au jour le jour, hein. Tranquille. Ah, on sait jamais. Il y a des gens ici, ils prévoient des choses à un mois à l'avance. On sait pas. Il faut être organisé, quoi. Ça, c'est monsieur, je voyage à Miami et à New York. Mais nous, on n'est pas tout ça, nous. Écoute, ce qui est sûr, Moi, j'ai rien dit, Lolo. Moi, j'ai rien dit. c'est M'attaque que pas. J'ai rien dit. dimanche, je vais à la piscine avec la petite. Voilà. Ok. Voilà. Dimanche à la piscine. Parce que tous les Au moins, dimanches, je vais à la piscine avec Nina. C'est obligatoire. Voilà, Ok, c'est clair. ok. Et vous, ça dit quoi ce week-end, vie en rapide, Ricky? En rapide, moi, ce week-end, match pareil avec mes petits de Versailles. On joue pas les os. Et puis, pour l'instant, ouais, pareil, hein, c'est tout, hein, rien de prévu d'autre ce week-end. Pour l'instant, il y a peut-être un match ou deux des petits de basket. Faudrait que je regarde le planning, mais voilà. Ouais, bah, du coup, bah, comme Lolo a vendu la mèche, ouais, bah, on passe la semaine tranquillement. Entraînement à l'INF, entraînement avec Versailles, et puis match le week-end. Et Thiel? Et Thiel, nous, ça reprend un rythme pareil, entraînement avec les petits le soir. Je consulte une fois par semaine avec les 2 gardiens très prometteurs de la réserve, là, les 2 petits internationaux pour planter la graine dans leur tête et amener un discours un peu différent. Et après, moi, j'ai une semaine assez busy sur la suite, sur mon avenir. Donc, un petit peu de tension par rapport à ça, tu vois, de prendre la bonne direction, si toutefois elle se décide cette semaine. Mais c'est vrai que il faut que je commence à me fixer pour ce qui va se passer par la suite. Donc, ouais, non, moi, là, c'est pas au jour le jour. Là, on est vraiment beaucoup dans la prévision, dans Non, mais comment quand je gérer dis, le plus rapide. quand je dis au jour le jour, c'est que là, c'est loin encore. Samedi, je pense qu'il y a match, donc je fais la télé aussi. Donc, voilà. Exact. Ah oui, t'es consultant aussi, Lolo. C'est Ouais, vrai je que je commence consultant. le match à la télé, là. Je pense qu'il est sur RDS, si je me trompe pas. Et puis, Ouais. voilà, hein, entraîner aussi les petits, aller conduire les petits à droite à gauche, la routine de la famille, et puis continuer à bosser sur le plan personnel. Voilà. En tout cas, un grand merci, Lolo. Merci. Et toi, du côté de London, il y a la Ligue des. Ligue des Champions cette semaine. Après, le week-end, on a travaillé. Je crois que j'ai un workshop à faire. Et voilà, on travaille comme on a dit, sur les business et les projets entrepreneuriaux. Et voilà, football, comme dit, on the side et on continue le grind comme d'habitude. Merci à toute l'équipe, Louis, Issa, Petit Mohamed, pour toute la force. Merci à vous tous qui continuez de nous suivre et de vous abonner parce qu'il faut encore s'abonner. Et dans tous les cas, et tu sais quoi, Ricky et Lolo, après on va finir vite fait. Aujourd'hui, tu sais, Monsieur Raviot, c'était notre entraîneur. Et parce que c'était notre surveillant, l'entraîneur des gardiens de Ricky. Aujourd'hui, les personnes ils nous faisaient tourner quand on faisait des bêtises. Et comme on n'a pas commencé l'épisode avec ça, pour souhaiter l'anniversaire d'El Professeur, tu vois, c'est nous qui allons tourner aujourd'hui. Parce que C'est ça, mes petits, respectez-moi un peu. c'était l'anniversaire de El Professeur Quentin et on lui a pas souhaité dès le départ. T'as capté? Donc c'est T'as vu les petits Lolo? T'as vu comment ils sont? T'as vu? pas souhaité parce que t'étais là et parce qu'au final c'est que la famille. Merci beaucoup à tout le monde. Happy birthday El Professeur. On est ensemble. Basket par cas. Allez hop, on tourne Ricardo. C'était Ballon maintenant. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Q. One love.